Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Patrice. Bonjour Ismaël, Tu vas bien? ça va bien, merci. Effectivement, pour ceux qui sont dans l'audience, il y a déjà du monde qui est connecté. Déjà, on va commencer par vous remercier d'être présent aujourd'hui. On a une belle partie de la francophonie, hein, puisque là, je vois notamment Pierre-Alexis qui est au Canada. On a des gens de Bourgogne, on a des gens de Belgique, on a des gens de Suisse. On est déjà une bonne vingtaine de connectés. Et dans une minute, on va démarrer. L'occasion pour moi, encore une fois, Patrice, de te remercier aussi de te rendre disponible aujourd'hui. Je t'en prie, avec plaisir. Parfait. On attend juste là, effectivement, le nombre de participants augmente. On salue aussi, donc, je vois une de nos clientes, Nicole. Bonjour Nicole, merci beaucoup de vous connecter. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et donc aujourd'hui, pour poser le contexte, Hub Advisor a l'habitude, bonjour Nicolas, chez Poquelin, Hub Advisor a l'habitude de réaliser des webinars. Et cette fois-ci, on a voulu parler d'un sujet qu'on retrouve beaucoup chez nos clients. Sans faire durer le suspense, Patrice, je pense que tu es assez d'accord avec moi, assez en phase. On voit qu'il y a une vraie tension aujourd'hui budgétaire que subissent les DSI. On a beaucoup parlé de data, on a beaucoup parlé de cybersécurité, mais on a voulu faire ce focus-là sur un sujet qui peut être vu comme étant un petit peu moins sexy, entre guillemets, mais qui est vraiment d'actualité pour voir aujourd'hui quels étaient les moyens de sécuriser son budget, comment le présenter, comment arriver à rassurer son comité de direction sur le fait qu'il faut continuer d'investir dans l'IT. Pour nous, c'est prioritaire, puisque le réflexe qu'ont beaucoup d'organisations en termes d'incertitude, on parle d'inflation, on parle de hausse de taux d'intérêt, on parle de variabilité des taux de change qui sont importants. Donc, on a vu à partir du mois d'avril, effectivement, un certain nombre de directions informatiques voir le discours un petit peu se tendre. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Il faut savoir passer outre ces zones de turbulence-là. Il y a quelques best practices et on va essayer de vous les présenter. Patrice, je vais te laisser te présenter toi en quelques minutes. Ensuite, moi, je vais prendre la main, je vais présenter Hub Advisor et après, on rentrera dans le vif du sujet. On vous décrira le format d'aujourd'hui. Bien, merci Ismaël. Donc rapidement, je me présente. Moi, je suis Patrice Delécluse. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience en tant que directeur des systèmes d'information. J'ai commencé ma carrière comme consultant dans les années 80 chez Accenture. Et puis, là, ces dernières années, je les ai passées à la fois chez Gartner et maintenant chez Advisor en tant que coach de directeur de systèmes d'information. Mais bien sûr, au milieu de tout ça, ces 20 années m'ont donné l'occasion de faire un certain nombre de budgets de systèmes d'information et pouvoir capitaliser sur cette expérience pour la partager avec vous aujourd'hui. Oui, pendant de nombreuses années, tu as toi-même été DSI. Je pense que c'est important de préciser. C'est ça. On va pouvoir démarrer. Donc, comme je l'avais indiqué, alors je vous explique le format. C'est participatif. N'hésitez pas, à chaque fois que vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à la publier dans le chat. On a plusieurs parties, plusieurs sujets à aborder. Et au bout de chacune des parties, je vais marquer une pause, un temps d'arrêt, et on pourra prendre les questions sur les différentes parties. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Première question, comment justifier la valeur de la DSI? Deuxième, comment construire son budget? Puis derrière, comment vendre? On a vraiment fait exprès d'utiliser le terme vendre son budget à sa direction financière. Patrice, hop, je te laisse démarrer. Et puis, à chaque fois que tu voudras changer de slide, tu me l'indiqueras, comme ça je pourrai diffuser. D'accord, mais merci Ismaël. Donc effectivement, je vais essayer de traiter ces 3 questions et je serai très heureux d'avoir des questions et des interrogations de votre part si c'est le cas. Alors, comment justifier la valeur de la DSI? Je pense que déjà, il faut essayer de se mettre dans la place, dans la peau de votre direction générale, de vos directeurs financiers qui souvent représentent les intérêts de la direction générale sur la partie financière et de se dire finalement, les 2 questions qui se posent, c'est d'une part, est-ce que ma dépense informatique est justifiée? Est-ce que je ne dépense pas, en général, il se pose la question plutôt dans le sens, est-ce que je ne dépense pas trop sur l'informatique? Ça a l'air d'être cher, ça a l'air d'augmenter souvent.
est-ce que finalement je dois dépenser autant d'argent sur mon budget informatique? Ça, c'est la première question. Au fait, je vais essayer de vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse aujourd'hui auxquels vous devez être capable de pouvoir répondre. La deuxième question, c'est de dire, OK, a priori, estimons que le niveau est bon, mais est-ce que finalement on le consacre aux bonnes choses, hein, les directions générales, les utilisateurs voient les choses en général, les choses qu'ils touchent, les applications, les gens qu'ils rencontrent, mais il y a tout un ensemble de choses qu'ils ne voient pas et qui coûtent un certain nombre de l'argent, et ils se posent la question toujours de savoir si finalement on dépense sur les bons postes. Donc ces deux questions, elles sont fondamentales puisque derrière, elles vont permettre de structurer un peu la réflexion sur comment préparer son budget et comment être le mieux équipé possible pour pouvoir préparer le budget et donner les éléments à la direction financière. Alors, donc, par rapport à ces deux questions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la valeur, et notamment pour la première question, il y a deux missions clés que rend la DSI. La première mission, qui est le fonctionnement de l'organisation, ce qu'on peut appeler aussi le MCO, le maintien en conditions de sécurité, le MCS. Et ça, ça représente une grosse partie de la dépense informatique. On verra un petit peu plus loin l'ampleur que ça représente. Et que la valeur associée à ça, c'est ce que j'ai appelé ici un peu le rapport qualité-prix, ou qualité, le rapport performance-coût. C'est de dire finalement, c'est jamais absolument parfait. C'est juste quel est le bon niveau que l'on est capable de mettre pour répondre au niveau de qualité attendu. Niveau de qualité, en général, qu'on exprime sous forme de niveau de service, par exemple. Et là, donc, le premier élément de valeur, c'est j'ai un MCO, j'ai un MCS. Ma responsabilité en tant que DSI, c'est de s'assurer qu'on est au rendez-vous sur ces aspects-là. Et sur la partie MCS, on sait que c'est un sujet aussi très d'actualité où il y a tendance à avoir une dépense qui augmente. Et donc, il faut être capable de pouvoir montrer les éléments de valeur sur des éléments de rapport qualité-prix. La deuxième mission de la DSI, c'est de supporter les priorités stratégiques de l'organisation. Donc là, la valeur, ça va être à l'aune du retour sur investissement. On reviendra sur cette notion de retour sur investissement, puisqu'elle peut être calculée avec différentes formules, différents modes, mais en tous les cas, c'est une deuxième mission. Et on verra, alors ça n'est pas la plus grosse partie du budget, mais je dirais c'est la plus visible du point de vue de la direction générale et de la direction financière, donc il est bien important. Et donc on ne peut pas répondre à la valeur de la DSI de façon univoque. Il y a à minimum ces deux types de valeurs de la DSI qu'il faut bien garder à l'esprit. Alors, donc, en ayant bien conscience de ces deux missions, de ce type de questions que se pose votre directeur financier, votre direction générale, comment construire son budget? Alors, premier élément, tu peux passer sur le slide suivant. Un certain nombre de facteurs de complexité. Malheureusement, c'est jamais aussi simple qu'on l'espérerait. Et là, j'ai voulu mettre en exergue quelques éléments qui me paraissent importants d'avoir en tête. Alors, bien entendu, pour vous qui êtes confrontés à votre budget, ça vous parlera certainement. C'est déjà la première chose, c'est que en général, quand on parle de budget, on parle de ce qu'on appelle la vision compte de résultat ou PNL de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est finalement la vision très comptable de ce qui va impacter le résultat de l'entreprise dans l'année N+1, de l'année sur laquelle on prépare le budget. Et cette vision PNL, elle est incomplète. On verra tout à l'heure pourquoi. Et donc, il faut prendre en compte cette problématique-là. Alors, deuxième aspect, c'est l'aspect Shadow IT. Shadow IT, la définition, je pense que vous la connaissez largement, c'est de toute cette dépense informatique qui n'est pas directement sous le contrôle de la direction des systèmes d'information. Ce sont les métiers qui dépensent, qui achètent, et on sait que maintenant c'est de plus en plus facile et que tous les éditeurs de solutions utilisent d'ailleurs ce levier pour développer leur chiffre d'affaires, c'est d'attaquer directement les directions métiers qui ont la possibilité beaucoup plus facilement que par le passé d'acheter de la prestation informatique. Alors pourquoi c'est important et pourquoi c'est un facteur de complexité? Eh bien, tout simplement parce que dans la tête du directeur financier, il se dit, cette dépense, je sais qu'elle existe, je ne suis pas capable de la maîtriser, parce qu'elle se cache dans les différents méandres de la comptabilité de l'entreprise, mais je sais qu'elle augmente.
Je pense qu'elle augmente, je pressens qu'elle augmente. Donc, je vais demander un effort supplémentaire à la DSI pour que globalement, la dépense informatique dans son ensemble, elle reste bien sous contrôle. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête parce qu'il peut avoir un impact sur l'aspect budgétaire. Alors, troisième élément, qu'on peut d'ailleurs relier au dernier sur le slide, qui est le plus ou moins 25% du budget qui est subi, c'est le CAPEX. Alors, le CAPEX, c'est une sorte de budget séparé qui n'a pas un impact immédiat sur le compte de résultat, puisque ce qui va avoir un impact sur le compte de résultat, ce sont les amortissements du CAPEX. Et ça, bon, ils viennent en année N+1 ou en année N+2 impactés. C'est pour ça que, globalement, le compte de résultat et le budget en vision compte de résultat, en général, on démarre déjà avec 20-25% de la dépense qui est subie. Ce sont les dotations aux amortissements des investissements des années précédentes qui sont déjà entérinés, on ne peut rien y faire. En revanche, le CAPEX en perte de vitesse, l'autre effet, c'est que de plus en plus, avec les solutions sous forme d'abonnement, on achète moins de choses, on achète moins de matériel, moins de logiciels, on le loue, on souscrit à un contrat, et que ces montants de souscription, ces montants d'abonnement, ils vont directement dans le compte de résultat. Donc, ils sortent d'un montant de CAPEX avec un effet à retardement, directement dans un compte de résultat avec un effet immédiat. Et ça perturbe beaucoup les directions financières qui avaient pris beaucoup d'habitude de se dire, bon, j'ai mon CAPEX d'un côté, et alors, ça change beaucoup d'une organisation à l'autre. Il y a des organisations qui gèrent le CAPEX avec extrêmement beaucoup d'acuité, mais en général, beaucoup moins que celle du compte de résultat. Et ce qui fait que ça peut avoir un impact sur la façon dont on doit préparer le budget. Et enfin, et sans doute c'est un point très important sur lequel je reviendrai par la suite, c'est quand on regarde un budget informatique, globalement, près des 3/4, près de 70% de votre dépense, elle est achetée sur des contrats qui sont des contrats pluriannuels. C'est rare qu'on achète sur un contrat qui expire chaque année parce que bon, c'est compliqué à gérer si on doit renouveler les contrats chaque année. Et puis surtout, les fournisseurs, quand on négocie les contrats, essayent de nous forcer, notamment les contrats de service, à être sur des contrats au long cours pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions. Donc, on a finalement cette problématique, c'est qu'on va nous demander de faire un budget, éventuellement de faire des efforts budgétaires, puisqu'on se situe dans un contexte d'incertitude économique, sur lequel on a 70% de la dépense. Alors là, je parle des 70%, des 75% qui restent, puisqu'on a déjà vu, il y a 25% qui est déjà aux dotations, aux amortissements, sur lesquels, finalement, on a des contrats on lesquels on est pieds et poings liés, finalement, avec ce qu'on a négocié dans les contrats. Donc ça, ce sont des facteurs de complexité qu'il faut bien avoir en tête quand on pense au budget. Alors, c'est pour ça que moi, dès que j'ai eu l'occasion de le faire en tant que DSI ou quand je peux travailler avec des clients actuellement, je recommande d'avoir un outil que j'ai appelé ici la comptabilité analytique du budget de la DSI. Alors, peut-être un terme un peu pompeux par rapport à ce que c'est, mais c'est un outil très pratico-pratique qui consiste à avoir une vision de l'ensemble de la dépense et de pouvoir ensuite, selon le type de contexte et de questions que l'on a, pouvoir le présenter sous différents angles. Et finalement, ce sont ces différentes boîtes qu'on va ouvrir ensemble pour pouvoir vous montrer finalement quelles sont les différentes visions qu'on a de la dépense informatique. La première, c'est la boîte jaune, c'est la dépense en flux de trésorerie. Et comme je le mentionnais, on a une dépense qui va aller sur le compte de résultat, dans ce qu'on appelle l'OPEX, qui représente les 3/4 à peu près de la dépense, et puis la vision CAPEX, qui, elle, en général, est décalée dans le temps en termes d'impact sur le compte de résultat. Mais en termes de cash, en termes de trésorerie, l'ensemble de ces montants-là vont être dépensés. C'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre, ils vont sortir des caisses de l'organisation. Donc, c'est important d'avoir cette vision en trésorerie, puisque dans un contexte d'incertitude, il peut aussi y avoir des problèmes de trésorerie dans l'organisation et que même si le CAPEX n'a pas un effet immédiat sur le budget, il faut quand même l'avoir en ligne de mire. Souvent, les directeurs financiers retiennent un peu le lancement des projets pour des problématiques de CAPEX. En tout cas, ça peut être une des raisons. Ils ne vont pas forcément le dire, mais ça peut être une des raisons qui est derrière. Donc ça, c'est la première vision. Quel est l'ensemble de mon budget et comment il se répartit entre CAPEX et OPEX. Alors, la deuxième boîte, c'est ce que j'ai appelé la dépense par mission. Donc là, on revient
sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est globalement de dire on a deux missions, ce que j'ai appelé le MCO, MCS ou le RUN, qui représente, comme vous le voyez ici, à peu près en moyenne, et ça ce sont des chiffres qui sortent d'un benchmark qui est fait depuis plus de 20 ans par la société Gartner à travers le monde, tout secteur confondu, toute entreprise confondue, autour de 67-70% de la dépense. Et puis, les deux catégories, alors qu'on peut regrouper en général sous forme gros et transforme, qui est vraiment la dépense que l'on va mettre au service des métiers pour pouvoir améliorer tel ou tel aspect des processus, des canaux de distribution, etc. Donc, croissance, c'est plutôt dans une logique d'expansion de l'entreprise, transformation dans la logique de transformation de l'entreprise. C'est parfois difficile de faire la séparation entre ces deux domaines, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de dire ça, on est vraiment sur le support des métiers. J'insiste aussi sur le fait qu'il peut y avoir plein de projets au sens très technique du terme qui vont rentrer dans la catégorie run. Hein. Donc, on met dans le run tout ce qui permet de supporter le MCO, le MCS, et on met dans le gros et transforme tout ce qui permet de supporter les métiers. Donc ça, c'est une deuxième vision qu'il faut également pouvoir avoir. Alors, la troisième vision, c'est la vision que j'ai appelée par origine, c'est de dire finalement, in fine, quand on regarde ce qu'on achète, on achète du matériel, du hardware, des logiciels, on achète, bien sûr, on a des employés que l'on doit rémunérer, ou on a de la régie que l'on doit payer, et puis on a des contrats de service. Hein. Donc, si on résume sur les très grandes catégories, voilà les différents postes de dépenses qu'on va avoir dans le budget informatique. Et par rapport à est-ce qu'on achète les bonnes choses, c'est un des éléments de réponse, c'est d'être capable de montrer comment on dépense son budget. Alors, si on passe de poste personnel, hein, ce qui est important aussi, c'est que finalement, dans le personnel, il y a vraiment deux types de personnel. Si tu peux cliquer, c'est ce qu'on appelle ici les contractors ou les sous-traitants en régie, qui sont employés de l'extérieur, de SN, de SS2I, mais qui sont sous le contrôle opérationnel de la direction du système d'information, autour de 20%, comme vous pouvez le voir en moyenne. Et puis in-house, donc ça, ce sont les employés qui ont un contrat de travail avec l'organisation concernée. Donc on voit que même dans le coût de personnel, il y a une partie qui est externe. Et enfin, la dernière vision qu'on doit avoir, c'est cette vision par destination. Finalement, à quoi consacre-t-on ces différents, quand on achète du matériel, des softwares, etc., à quoi il est dédié. Donc là, on voit qu'il y a des grandes catégories. Il y a la partie applicative, le développement d'applications ou le support des applications. Il y a toute la partie qui est, je dirais, un peu cachée du data center, des réseaux, données et voix. Il y a le poste de travail et puis il y a le helpdesk. Et enfin, il y a une partie de la dépense qui ne peut pas être attribuée à l'un de ces domaines, qui est pour tout le pilotage, le fonctionnement de la DSI sur les fonctions de support global de la DSI, sur lesquelles on a bien évidemment notamment des coûts de personnel, mais pas que. Donc, comme on peut le voir, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité à pouvoir orienter le débat selon ces différentes visions en fonction des questions qui sont posées. Alors, ça peut être quelque chose que vous paramétrez dans votre outil de contrôle de gestion, si vous en avez un. Ça peut être à travers un tableur Excel un peu, je dirais, pas vraiment très sophistiqué, mais avec un certain nombre de colonnes et puis de tableaux croisés dynamiques qui vous permet d'avoir votre budget et ensuite, selon la discussion, de pouvoir regarder les choses à l'aune de ça. Ce qui est important, c'est que ça, si vous êtes capable de le faire, vous pouvez vous comparer. Vous pouvez dire où est-ce que je me compare sur ces différents domaines par rapport à la moyenne de mon secteur ou de mon industrie, etc. Il y a beaucoup de secteurs où il y a des organisations internes où les entreprises se comparent les unes avec les autres, dans le secteur pétrolier, dans le secteur des collectivités territoriales. Je sais que ça existe et ça existe certainement dans d'autres secteurs également. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'était ce que j'ai appelé les métriques d'intensité. La première question qui se pose, c'est est-ce que je dépense pas trop? Est-ce que j'ai le bon niveau de dépenses dans l'informatique, direction générale? Donc là, c'est la façon de dire comment je peux juger de ça, en me comparant sur des ABAC, on va dire, de l'entreprise. La dépense par rapport aux charges d'exploitation globales de l'entreprise, la dépense par rapport aux
au chiffre d'affaires, si bien sûr l'entreprise a du chiffre d'affaires, ou la dépense par employé, le nombre d'employés à la DSI par rapport au nombre d'employés global. Donc ça, c'est un certain nombre de métriques que je vous suggère également de maîtriser le plus possible pour pouvoir, là encore, se dire, bon, ben, aujourd'hui, dans mon secteur, je suis à 4%, enfin, il est à 5%, moi, je suis à 4%, ça veut dire que je suis un peu en dessous. Alors, ça veut dire sans doute qu'on attend de moi que sur le run, j'ai un niveau de qualité et de performance peut-être un peu moins fort que ceux qui ont un niveau de dépense supérieur. Ou à contrario, bien entendu, l'inverse si c'est le cas. Voilà donc un outil qui me paraît extrêmement important au moment où on prépare le budget, ne pas simplement avoir une vision un peu ligne par ligne de chaque qu'il faut bien évidemment avoir et qu'il faut maîtriser, mais pouvoir prendre un peu de recul et de pouvoir montrer les choses de cette façon-là. C'est intéressant. Je marque une petite pause et n'hésitez pas, profitez-en si vous avez des questions avant qu'on bascule sur cette partie-là. Et en résumé, moi, ce que je comprends, c'est que le budget, c'est aussi un moyen de raconter une histoire et qu'il n'y a pas forcément qu'une histoire à raconter. Il y en a plusieurs. Il faut parler différents types de langage. Et cet outil-là que tu viens de nous montrer, c'est un moyen de raconter différentes histoires. Donc, le budget, il est exploité pour le run, la transformation, ou pour l'OPEX, ou pour tel équipement. Ou, voilà. Mais en résumé, c'est toujours avoir la capacité de parler différents langages, si je comprends bien. C'est exactement ça. On parle beaucoup de storytelling, hein, mais là, il ne s'agit pas de raconter quelque chose de faux, de réel, c'est d'être capable de se mettre dans une posture de directeur d'une fonction, comme le directeur commercial ou comme le directeur des opérations peut le faire, et d'être capable de pouvoir vendre un peu son budget en montrant à quoi il sert, de quoi il est composé, comment il se compare. Donc, c'est effectivement vendre son histoire pour pouvoir être mieux préparé à répondre aux questions qu'on se pose. Et peut-être pour donner une indication à des personnes qui n'auraient pas encore formalisé leur budget de ce type-là, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est fastidieux de construire une comptabilité analytique du budget de la DSI, d'après ton expérience? Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la personne qui maîtrise le mieux le budget, le contrôleur de gestion ou les différents responsables de départements au sein de la DSI qui connaissent bien leurs différents budgets. C'est quelque chose qui peut être fait en quelques heures, en quelques jours, mais en général, moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est qu'il y a toujours un niveau de détail assez fin de la façon dont la dépense est dépensée, si j'ose dire, et après, il s'agit juste de le mettre dans les bonnes colonnes, dans les bonnes cases. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas monstrueux. Et je pense que la première façon de le faire, c'est de le faire sur un spreadsheet, sur un tableur Excel, et quitte ensuite à pouvoir le remonter dans un outil plus sophistiqué ultérieurement. Mais dans un premier temps, c'est largement suffisant. Très bien. On a quelques commentaires positifs et on vous remercie pour ça, notamment Stéphanie, qu'on salue. Mais alors, on n'a pas vraiment de questions spécifiques, donc on peut continuer sur la suite. Le deuxième point, c'est comment vendre son budget à son DAF ou à sa DAF, en l'occurrence. Voilà. Alors, effectivement, comment le vendre? Alors, je reviens sur un peu ce que j'ai appelé ici le pense-bête. Hein, c'est des points avant d'envisager des choses trop compliquées. On verra que dans les solutions que je vous propose, il y a des choses qui parfois nécessitent un petit peu d'investissement. Mais déjà, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Hein, et c'est déjà de commencer par penser et de parler différemment, de se mettre dans une posture de patron d'une fonction, de parler business et pas de parler technique. Donc, c'est de s'assurer que dès qu'on commence à parler de ces sujets-là, on se met bien dans une posture tu parlais de storytelling, mais en tous les cas de mentalité je comprends à quoi l'entreprise, ce que l'entreprise veut faire et je vois comment l'informatique peut la supporter dans ce domaine. Donc, il faut s'assurer que dans son langage et dans sa façon d'être, on change bien dans la bonne direction. Deuxième sujet, c'est de toujours parler de rapport qualité-prix, et là je fais plus référence à la partie MCO, MCS, c'est de dire, quand on me demande de couper un coût, c'est de pouvoir le rapporter à des ABAC en termes de service, de niveau de service. Donc, si on doit réduire le helpdesk, OK.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est mon niveau de service aujourd'hui sur le helpdesk? Et qu'est-ce que ça voudrait dire si je devais réduire de X% en termes d'impact sur le niveau de service? Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que font très bien la plupart des autres métiers et que ne fait pas souvent très bien la direction des systèmes d'information, c'est de pouvoir apporter ce qu'on dépense à une qualité de service associée. Et là, je parle du run. Et enfin, dernier point, et ça, je l'ai déjà dit, donc je le redis, mais c'est de bien dissocier les deux budgets et qu'il y a, finalement, on donne deux enveloppes au DSI. Hein, même si dans la procédure budgétaire, tout ça est parfois malheureusement un peu mélangé, il y a le budget du run qui répond à une problématique très particulière. Et puis, il y a le budget, ce que j'ai appelé ici le build, hein, le gros, le transform, tout ce qui permet de supporter les évolutions de l'organisation à travers son système d'information, à travers ses données. Et c'est bien de bien dissocier les deux. Pourquoi? Parce que souvent, il y en a un qui sert de variable aussi d'ajustement. Si on n'est pas capable de réduire le run, ben on va empiéter sur le build. Et ça, malheureusement, c'est terrible parce que pour les métiers, ça veut dire qu'ils auront une capacité à faire bien moindre que celle qu'ils auraient pu avoir si on n'avait pas fait. Donc ça, c'est juste quelques éléments de contexte qu'il faut bien avoir en tête en termes de posture, je dirais. Alors, si on poursuit, quand on regarde finalement qu'est-ce qu'attend le DAF de son DSI, il y a des foultitudes d'enquêtes qui sont faites à travers les années et globalement, on arrive toujours à peu près à ces 5 grands sujets. Alors, dans les 5 grands sujets qui sont là, il y a ce que je vais appeler un peu l'hygiène classique de la gestion budgétaire, la gestion des coûts, la planification, le suivi des dépenses. Donc ça, c'est quelque chose que toute fonction qui a un budget doit être capable de faire, de gérer ses coûts, de les connaître, de pouvoir en parler, de pouvoir planifier sur l'horizon d'un budget, et puis de suivre, bien sûr, chaque mois, une fois que le budget est fait, le réaliser par rapport à ce qui avait été prévu. Mon focus, je vais le faire sur le point 3 et le point 5. Alors déjà, en commençant par le point 3, qui est globalement le rendement du capital investi. Donc là, je suis sur la mission 2. La mission 2 qui est donc de supporter à travers un peu plus de 30%, on l'a vu tout à l'heure dans les projets métiers de l'organisation. Le build, c'est ça. Le build, voilà. Qui n'est pas forcément, et là on répond hop à Philippe, qui n'est pas forcément dans les CAPEX, on est d'accord? Qui n'est pas forcément que du CAPEX, exactement. Ça peut être du SaaS, le build, donc ça peut être de l'OPEX. Et de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur du SaaS, et malheureusement, ça a des conséquences. Alors là, ce tableau un petit peu compliqué, c'est une enquête qui avait été faite il y a quelques années auprès de plus de 2000 DSI à travers le monde, en leur posant la question finalement, comment vous évaluez le retour sur investissement des projets que vous faites pour votre organisation? On leur avait posé 2 questions en fait. C'est qu'est-ce que vous utilisez comme méthode d'un côté, puis un peu plus loin, on leur demandait pour vous, qu'est-ce qui est le plus efficace? Et là, vous voyez un petit peu que finalement, on utilise le plus ce qui est le moins efficace, et ce qui est le plus efficace, c'est ce qui est le moins utilisé. Alors, ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, si on regarde finalement les différentes méthodes, les différents points bleus qui sont là, ce sont des méthodes qui capitalisent l'une sur l'autre. La première chose à faire, c'est qu'effectivement, le calcul prévisionnel du ROI, c'est de dire, faire un business case, être capable de montrer quels sont les enjeux métiers de façon, alors j'allais dire sonnante et trébuchante, mais justement pas que sonnante et trébuchante, il peut y avoir des améliorations de KPI métier, de qualité de service, etc., qui n'ont pas forcément une connotation purement résultat, productivité, etc. Donc, être capable de dire, voilà les bénéfices que l'on attend avec étant le plus chiffré possible, du projet que l'on compte faire, de l'investissement que l'on compte faire à travers le projet. Ensuite, il y a la gestion du changement, c'est l'accompagnement des utilisateurs dans la mise en place d'une nouvelle technologie, puisque la valeur, elle est dans l'usage, dans l'adoption de la technologie. Donc, il ne s'agit pas simplement de déployer quelque chose, il faut s'assurer que derrière, ça va être utilisé. Et ça, c'est la gestion du changement qui permet d'augmenter les chances. La notion de gestion de programme et de projet, c'est d'avoir une méthodologie à la fois pour une vision pluriannuelle, mais aussi une méthodologie claire de la façon dont on va faire un projet avec différentes phases et pouvoir s'arrêter si à un moment donné, à la fin de chaque phase, si on pense que le projet ne fait plus de sens, etc.
Ça, c'est un peu le b.a.-ba de la gestion de projet, mais c'est néanmoins essentiel. Le parrainage métier, bien évidemment, c'est de dire si c'est un projet métier, si c'est un projet qui a un impact métier, il faut qu'il y ait un parrain, un sponsor niveau métier qui soit clairement impliqué, lui en tant que patron, et puis bien entendu des gens de son équipe pour pouvoir accompagner le projet également. Mais ce soit vraiment placé sous la direction, la férule d'un sponsor métier pour qu'il puisse en piloter l'exécution. Et puis ensuite, on est donc plutôt sur, là on est dans la préparation ou dans l'exécution finalement des projets. Et puis après, les solutions, les méthodes qui sont évoquées sont plutôt des méthodes qui se situent en aval. Une fois que la solution a été déployée, a été mise en production en tout cas, on est sur le REX classique. Je fais un REX, est-ce que mon projet s'est bien passé? Et je peux commencer à regarder est-ce qu'il s'est bien passé à l'aune des bénéfices attendus. Ça peut être aussi, et ça c'est plus complexe et ça nécessite un très fort partenariat avec la direction financière, c'est de se dire tout ce qu'on avait prévu en termes de résultats, on le factorise, en tout cas tout ce qui a un impact budgétaire, dans les budgets à terme. Donc pas forcément l'année du projet, mais l'année qui suit, ou la deuxième partie de l'année, une fois que le projet a été mis en production. Et je m'assure que c'est bien mis en place dans les budgets. Et ça, ce que nous disent les DSI qui ont fait ça, c'est que c'est très efficace. Et puis les deux autres solutions, c'est de dire, finalement, je pérennise à travers un comité d'évaluation des résultats, un peu mon comité de pilotage de mon projet avec mon sponsor, et je m'assure au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, parfois plus longtemps, ça dépend bien évidemment des projets et de l'ampleur de l'impact en termes de transformation, de voir si tout ce que j'avais prévu en termes de résultats escomptés sont bien au rendez-vous et quitte à initier des ajustements nécessaires en termes d'adoption, d'usage, de fonctionnalités complémentaires à mettre en œuvre. Et l'audit, c'est un peu la même chose, mais là, plutôt fait par un tiers externe, un tiers qui peut être l'audit interne ou une entité interne de l'entreprise, de dire finalement, je prends un certain nombre de projets et je regarde les business cases qui ont été développés au départ et je regarde si finalement tout ça a été bien mis en œuvre. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que ces méthodes, elles sont une sorte d'évolution en termes de maturité dans l'évaluation des résultats d'une entreprise, mais qu'il faut commencer par le départ. C'est intéressant, je pense que c'est souvent sous-estimé. C'est ce côté investir du temps, de la ressource et anticiper la mesure du ROI et surtout dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de mesurer ça. Donc, c'est vrai que la monétisation du ROI, ce n'est pas forcément évident pour un DSI. On ne peut pas dire, voilà, j'ai lancé telle application et donc, hop, on a gagné tant d'argent, etc. Donc, il y a plein de façons. Il faut être à l'aise à l'idée de parler de ces façons, de parler du retour sur investissement. Et dernier élément, c'est quand même la refacturation. On voit qu'elle est tout en bas et c'est quelque chose que tu déconseilles plutôt, Patrice. Oui. Et moi, franchement, je le déconseille. Et visiblement, tous les gens qui ont répondu à cette enquête le déconseillent. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qu'il faut éviter de faire parce que ça n'a pas l'efficacité attendue et ça génère beaucoup de frustration. En revanche, les comités d'évaluation de résultats ou d'audit de résultats, ce genre de choses, ou voir la prise en compte dans les budgets, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Très bien. Alors, voilà, la réalisation de bénéfices. Donc là, c'est juste un élément de définition que je voulais bien clarifier. Donc, c'est tous ces ensembles de techniques, on en a abordé un certain nombre de disciplines. Alors, c'est beaucoup un état d'esprit, une culture d'entreprise. Ça ne peut pas se faire en un coup d'un seul dans toutes les entreprises du jour au lendemain, qu'on doit adopter pour maximiser la valeur métier des projets, des investissements. Comme tu le disais, Ismaël, c'est important de le faire. 30% des budgets, un peu plus de 30% des budgets de la DSI, c'est pour ça. Donc, il faut que le DSI, la DSI, a un rôle clé pour éduquer, coacher les métiers sur ces aspects-là. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des métiers qui sont plus récalcitrants que d'autres. Vous verrez certainement, vous pensez certainement au même que moi. Ce n'est pas la seule responsabilité du DSI. Clairement, on voit bien que ces sujets-là, il faut le faire main dans la main, notamment avec la direction financière et bien sûr avec les métiers concernés. Prendre souvent les métiers qui sont les plus matures sur ces sujets-là pour commencer et puis
l'appliquer le plus largement possible dans un deuxième temps. Mais en tout cas, ce n'est pas une initiative que le DSI peut faire tout seul dans son coin. Et qu'est-ce que gagnent les métiers à faire ça? Je fais l'avocat du diable. Parce que je vois l'intérêt pour le DSI, mais moi, directeur marketing, j'ai un intérêt à faire ça? Alors, c'est une très, très bonne question. Souvent, les métiers sont récalcitrants parce qu'ils se trouvent finalement dans une situation, ils préfèrent faire un peu ce que je vais appeler le plus fort la pouque. Hein. Je crie le plus fort pour avoir les budgets, mais je ne veux pas rendre de compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler main dans la main avec la direction financière parce qu'elle y a un intérêt. Elle veut s'assurer qu'effectivement, les plus de 30% de budget de la DSI qui sont dépensés sur ces projets-là rapportent quelque chose à l'entreprise. Et donc, c'est un peu la carotte et le bâton qui permettent d'avancer sur ces sujets-là. Mais effectivement, les métiers n'attendent pas ça à bras ouverts en disant « Oh, super, je n'avais pas pensé, mais c'est génial comme idée. » Ouais. En plus, un dernier intérêt là, que je vois en ces instances-là, ça peut être un bon moyen de parler Shadow IT aussi, le sujet que tu avais évoqué en amont. Absolument. Alors, donc, ça, c'est un gros schéma. Je vais le décrire. Ce schéma, en fait, c'est très simple. Je reviens un peu sur les mêmes notions que j'avais présentées précédemment. C'est ce que j'appelle le cycle PDCA. Donc là, en l'occurrence, il est plutôt de droite à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est de dire globalement, donc il y a 3 grandes phases. Donc la première erreur, c'est de dire un projet, c'est uniquement la phase d'exécution. Un projet, il commence dès sa phase de planification. Et puis surtout, il doit, dans une logique de réalisation de bénéfices, intégrer une étape de revue, de mesure ultérieure, une fois que, je dirais, la partie technique du projet a été réalisée. Donc, planning, recensement des besoins, gestion de portefeuille, alignement stratégique. Donc là, c'est la collecte de l'ensemble des besoins. Alors qu'on peut faire, en général, d'ailleurs, au moment du budget, c'est souvent un gros effort qu'on essaye de remettre à jour tous ces besoins métiers. Transparence des investissements, c'est ce que je disais, faire un business case, s'assurer qu'on est bien sur les bonnes priorités, parce que malheureusement, dans l'ensemble des besoins qui sont faits et la capacité à faire d'une organisation, même si elle y consacre 30%, il y a toujours un gros décalage. Il y a beaucoup plus de demandes que de capacité à faire. Donc, il faut être capable de filtrer et de prioriser les choses. Le parrainage métier, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé. Dans l'exécution, bien entendu, une gestion de projet, gestion des risques, bonne gestion du périmètre, éviter que le périmètre varie et retarde les délais ou augmente les budgets. En tous les cas, que si ça doit être le cas, on le fasse à l'aune de l'impact sur la réalisation des bénéfices. Et que ce soit finalement un des critères majeurs de décision, c'est en phase d'exécution, s'il y a des perturbations, qu'on regarde quel est l'impact sur la réalisation des bénéfices comme étant le critère majeur de décision. Et CXUX, c'est de dire finalement, l'adoption, l'usage, c'est ce qui va vraiment délivrer de la valeur et il faut donc le gérer en amont, avant même le déploiement, s'assurer que tous les sujets ont bien été traités pour l'impact organisationnel sur les utilisateurs, les changements de process, la formation, la culture numérique, etc., soit bien gérés dans la phase d'exécution. Et puis, donc, dernière étape, la revue, le contrôle de la réalité du ROI. Est-ce que finalement, ce qu'on a dit, ça se réalise bien, l'ajustement nécessaire, et puis piloter, mesurer l'adoption pour s'assurer qu'on n'a pas juste déployé une solution technique et derrière, personne n'utilise. C'est clair. Donc ça, c'était vraiment du capital investi. Ce que le DAF attend de son DSI, c'est être très proactif sur cet aspect réalisation des bénéfices. Le deuxième aspect, contrôle des coûts opérationnels. Là, on est sur le plus gros poste de la DSI, c'est comment je fais pour contrôler mes coûts opérationnels. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on achète 70% de la dépense. On achète donc du matériel, du soft, de la régie, des services, etc. Mais in fine, ces contrats, qui sont souvent faits sur plusieurs années, ce sont des unités d'œuvre qu'on achète qui ont un coût unitaire. Et donc, en multipliant l'un par l'autre, on arrive pour chacun des éléments de contrat, à la dépense informatique. Ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas clair dans le contrat, vous allez voir la facture qui vous est envoyée, vous voyez des unités d'œuvre et des coûts d'unités d'œuvre. Donc ça vous donne des leviers pour dire finalement sur quoi je vais taper. Est-ce que je vais taper plutôt sur le nombre d'unités d'œuvre ou plutôt sur le coût par unité d'œuvre? Bien sûr, on peut essayer de jouer sur les deux. On a encore plus d'impact. Donc ça, c'est un point juste à avoir bien en tête. On achète 70% et ce sont des unités d'œuvre avec des coûts.
Alors après, selon, et là, dans une logique d'incertitude, hein, très régulièrement, en fonction des cycles économiques, on se retrouve dans des situations où à un moment donné, donc là, il y a l'inflation, il y a une incertitude économique, les budgets sont à la baisse. Dans les années 2010, il y a eu pas mal d'années un peu positives où les budgets augmentaient de façon assez significative. Malheureusement, voilà, cette période-là est un peu révolue, elle est un peu derrière nous, et aujourd'hui, on est dans une logique soit d'optimisation des coûts, autour de 5-10%, ou alors, et malheureusement, c'est à ce moment beaucoup plus compliqué, de réduction radicale. On demande au moment du budget de faire des efforts beaucoup plus conséquents, et ça, comment y arriver? Alors, j'ai mis en bas, finalement, quand on est plutôt sur l'optimisation des coûts, on peut peut-être agir rapidement plus sur les coûts unitaires, renégocier un certain nombre de coûts. Dès qu'on commence à aller sur des pourcentages plus élevés, bon, ben là, il faut réduire, taper sur l'offre, c'est-à-dire la façon dont on répond à la demande, donc la façon dont la DSI, ses niveaux de service globalement. Ou alors, si on est vraiment sur des niveaux de réduction plus élevés, là, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller travailler directement avec les métiers en disant, ben, là, vu l'ampleur de ce qu'on nous demande de réduire, il faut absolument qu'on aille regarder l'usage et toutes les solutions pour pouvoir supprimer celles qui ne sont plus vraiment utiles. Tu voulais dire quelque chose, Ismaël? Non, c'est insister sur cette notion de conséquence, en fait. C'est-à-dire voilà. qu'une réduction radicale des coûts, elle doit entraîner une réduction du niveau de service, de l'innovation, de quelque chose. Et on voit certains DSI qui, des fois, ont peur, pensent que leur métier, c'est de faire la même chose, voire plus, avec moins. Mais à un moment donné aussi, dans le discours et dans la posture, il faut être clair en pouvant dire c'est pas possible, tout simplement. C'est une vraie mentalité à avoir et je pense que ce schéma l'incarne bien. C'est à un moment donné, si on me demande de réduire vraiment drastiquement mes coûts, faut que la demande derrière, elle soit réduite aussi. Et l'affirmer simplement. Exactement. Donc là, c'est juste de dire, voilà, nécessité, en fait, pour pouvoir gérer tout ça et anticiper le plus possible, être dans une vraiment proactivité maximale, de mettre en place un programme continu d'optimisation des coûts qui est décorrélé du budget, de la procédure budgétaire, qui est un programme continu que l'on fait avec le contrôle de gestion, avec la direction des achats, s'il y en a une, pour pouvoir aider, et qui va finalement traiter les différents sujets de coûts unitaires, d'offres, éventuellement de demandes, dans le cas d'un programme qui s'inscrit sur la durée, pour pouvoir soit réduire le coût unitaire, identifier les possibilités de réduire les dépenses dans le cas des contrats existants, un modèle de prestation de service, soit de livrer la même quantité d'unités d'œuvre, mais différemment, en mutualisant, en consolidant, éventuellement en externalisant des choses parce qu'on aura des économies d'échelle. Ou alors, si on est vraiment obligé, donc de réduire le nombre d'unités qu'on délivre, parce que finalement, si l'ampleur de la coupure, de la réduction, elle est très, très significative, il n'y aura pas d'alternative là-dessus. Tous ces sujets-là, on ne peut pas le faire en 5 minutes. Donc, si on fait un budget pendant l'été pour pouvoir démarrer au mois de janvier, il y a bon nombre de ces sujets-là qu'on ne pourra pas traiter en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Donc, il faut absolument pouvoir anticiper au maximum avec ce type de programme. Si tu peux passer sur le slide suivant. Voilà, donc globalement, l'idée, c'est de dire, j'ai un programme d'optimisation des coûts qui va traiter ces différents domaines d'une façon récurrente, avec peut-être une gouvernance sous forme d'un comité de pilotage, avec des réunions bimensuelles ou trimestrielles, dans lesquelles on regarde les différents aspects. Et les coûts unitaires, ne serait-ce que les coûts unitaires, vu la volumétrie du nombre de contrats qu'on peut avoir à gérer, des échéances, etc., déjà, c'est un travail considérable. Sans doute, d'ailleurs, il faut l'outiller, parce que ça nécessite souvent d'avoir un pilotage avec des outils de software asset management, par exemple, qui permettent de bien contrôler les coûts. Et quand on voit l'ampleur de ce que représente la dépense logicielle, c'est loin d'être inutile. Et puis ensuite, au moment du budget, mais de dire, voilà, ces sujets-là, parce que mettre en place des réductions de coûts, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même renégocier un coût avec un contrat avec un fournisseur, ça peut prendre un certain temps. Et puis, consolider, virtualiser des choses, il peut y avoir un retard à l'allumage entre le moment où on trouve l'idée, on met en place, on définit le plan d'action, et le moment où c'est réalisé.
Et donc, le budget, lui, il a besoin de choses qui vont être concrètes. Quand le budget va démarrer le 1er janvier, il faut que les choses, le niveau de dépense, il soit déjà d'actualité au 1er janvier. Sinon, on prend du retard sur son budget et on est en dépassement. Et donc, c'est de synchroniser les deux pour pouvoir être le plus dans l'anticipation par rapport à des demandes de la direction financière. Et je pose une question parce que ça peut être, je pense, intéressant, c'est que pour moi, ce travail-là, qui est un travail qui peut être colossal, hein, même dans une DSI dont la taille n'est pas très importante, il justifie qu'il y ait des personnes dédiées à ça. On le voit de plus en plus, cette fonction apparaître dans les DSI, voire dans une DSI de taille plus modeste, à avoir un petit budget justement, hein, pour avoir, je sais pas, un directeur de programme, un chef de projet qui va piloter ça au moins ponctuellement, même si toi tu préconises de l'avoir en continu, parce qu'on a parlé de Shadow IT, je reviens dessus, ça c'est toujours en continu, il faudrait l'avoir tout le temps, mais au moins sur une période courte, avoir cette possibilité-là, d'avoir cette ressource-là, parce que le DSI, en plus de sa casquette et de tout ce qu'il a à faire, c'est compliqué pour lui de mener un tel chantier, j'imagine. Absolument. Et donc, c'est un travail, comme je disais, à mon avis, qui est un travail de coopération avec la direction financière, donc le contrôle de gestion, la direction des achats, 70% on l'achète. Donc, il est possible, il est probable que dans beaucoup d'organisations, ce soit fait à travers la direction des achats ou un acheteur qui est au sein de la DSI. Et donc, ça suppose que ce type de compétences-là soient mis autour d'une table avec, effectivement, dans une logique de programme continu pour pouvoir traiter tout ça. C'est clair. Voilà, donc finalement, pour conclure et éventuellement répondre à vos questions, on voit bien qu'on parlait tout à l'heure de storytelling, il y a beaucoup dans ce que je viens d'expliquer, de notions de posture par rapport à cette problématique des coûts, de façon de parler, de façon de répondre aux questions, d'avoir dans son escarcelle un certain nombre d'outils qui permettent de pouvoir être le plus préparé possible aux questions qui vont être posées, et proactivité, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas proactivité sur la réalisation des bénéfices, proactivité sur un programme continu, ça suppose qu'on anticipe finalement que ces questions-là, même si elles ne se posent pas aujourd'hui encore dans votre organisation, un jour ou l'autre, vous aurez, et en général, ce jour, il est plutôt proche que loin, il y aura des questions de réduction de coûts, de questions, est-ce qu'on ne dépense pas trop, est-ce qu'on dépense sur les bonnes choses? Et donc, il faut être capable de pouvoir anticiper ça. Et comme on le voit que autant je disais sur la comptabilité analytique, l'outil peut être mis en place très rapidement, sur la réalisation des bénéfices, c'est un travail au long cours. Et puis sur le programme d'optimisation, il ne faut pas être trop ambitieux au départ, mais en tous les cas, le fait même de lancer quelque chose ça peut rassurer votre direction financière sur l'aspect contrôle opérationnel des coûts. On voit bien que le DSI, il est parmi les bons élèves du comité de direction et qu'il anticipe les choses au maximum. Écoute, c'est très clair. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, on va les prendre. Moi, j'en ai reçu une. Enfin, c'est pas une, c'est plutôt une remarque. Je sais, comme on a l'habitude de travailler ensemble, que tu dis souvent que le budget, la validation du budget, c'est du travail aussi en continu. Ça se fait pas forcément au cours d'une grande présentation devant le CODIR, etc. Mais quand tu parlais de proactivité, c'est tout au long de l'année, regarder les personnes clés, on va dire, les décideurs clés de l'organisation pour prendre leurs besoins, leur dire comment on avance ensemble, etc. Je pense aussi que c'est un bon diagnostic, ou plutôt c'est le budget IT, c'est le symptôme d'une relation, d'une vision, de la perception que peut avoir la DSI en interne. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler toute l'année, tout le temps en continu pour pouvoir justement le valider. Si on ne le valide pas, ce n'est pas simplement le budget en lui-même, mais c'est quelque chose de plus profond. Oui, absolument. Donc, c'est cet aspect gestion financière du budget, de la DSI, effectivement, par rapport à l'image de la DSI, c'est extrêmement capital à mes yeux. Très bien. On n'a pas de questions ou de remarques. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que si vous avez apprécié l'échange et que vous souhaitez aller plus loin vers de la personnalisation, notamment, n'hésitez pas à nous le faire savoir. De toute façon, nous, on va revenir vers vous. On a pour habitude de prendre contact avec nos participants pour apprendre à les connaître.
Et si vous voulez creuser ces aspects budgétaires avec Patrice, on peut organiser une séance, une réunion en petit comité cette fois-ci. On parlera de vos enjeux personnels et directs et les enjeux de votre organisation. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. C'était le dernier webinaire de cette saison. On va reprendre contact, on va reprendre les webinaires à partir du mois de septembre. On va organiser aussi des événements physiques avec Patrice aussi. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, on vous souhaite un très bel été, une très bonne fin de journée. Merci encore. Merci. Au revoir.